Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être là et d'être là pour entendre la conversation que j'ai eue avec Martine Coulombe, qui est directrice ressources humaines et santé-sécurité chez Groupe Allen, un entrepreneur général, fait beaucoup de travaux civils, des systèmes de traitement d'eau et tout. On fait son parcours, la petite fille de la BTB qui a eu des idées de grandeur, qui a voulu sortir de la région pour s'en venir à Québec. On parle dans son parcours un peu différent, parce qu'elle a commencé pas directement en RH, c'est une piqûre qu'elle a eue pendant son premier emploi qui l'a fait bifurquer vers les RH. On parle de développement de compétences, on parle de coaching, on parle de comment se mettre dans le mood, comment se donner un peu de courage managérial, entre autres, avec une espèce de power song. Je vous laisse découvrir ce côté-là. C'est quoi votre power song, vous autres? Quelle est la chanson qui vous met dans le beat, qui vous donne un petit rush pour vous mettre dedans? Martine nous partage la sienne. On parle aussi de culture, comment développer une culture, mais aussi comment développer une culture, ça se fait ensemble. C'est une co-création qu'on fait. C'est pas une entreprise qui dit, ben voici notre nouvelle culture. Ça se vit, il y a des rites, il y a des façons de faire dans l'organisation qu'il faut respecter puis qu'il faut graduellement changer pour en venir à avoir une culture d'entreprise qui s'est bâtie avec les deux côtés, les employés et les employeurs. Donc, plein de sujets, plein de trucs, plein d'astuces, développement de compétences. Je vous laisse écouter ça. Vraiment, bonne écoute. Martine, bienvenue au podcast Leader RH. Hey, merci de l'invitation, vraiment apprécié. Je suis vraiment contente d'être là. Ça fait plaisir. Donc, Martine Coulombe, directrice ressources humaines et santé-sécurité chez Groupe Allen. Oui, exactement. Un entrepreneur Un entrepreneur général en construction, majoritairement génie civil, au final, à la base, mais on fait aussi d'autres offres de services spécialisées dans le traitement de l'eau, des usines de systèmes d'eau, de pompage. Pour les villes. Pour les villes. On travaille avec les municipalités, exactement. OK. Dis-moi, Martine, comment les RH sont rentrés dans ta vie? As-tu étudié là-dedans? Comment tu as décidé de faire carrière là-dedans? Ben, les RH sont arrivés dans ma vie dans un moment un petit peu quand même compliqué peut-être là, de ma vie. Là. Je dirais que c'est un peu le moment émotif peut-être là, de la discussion. En fait, j'avais commencé avec un DEP en secrétariat à l'époque et c'est là qu'en faisant un peu tout ce qui était normes du travail, j'ai eu une petite passion un peu pour tout ce qui était le droit, tout ce qui était les lois. Fait que j'ai commencé un peu avec le DEP en secrétariat. J'ai découvert un peu l'aspect ressources humaines qu'il y avait à l'intérieur. Parce qu'il y avait des cours. Il y avait des cours, okay. Exactement, là, vraiment, là, qui étaient au niveau les droits du travail. Que là, ça c'est venu chercher quand même quelque chose chez moi. Ça avait débuté avec ça. Ça a été mon premier petit aperçu des droits du travail pour... Finalement, ben, je me suis en allée à faire un petit peu de secrétariat pour finalement après ça... bureau notaire. Oui, ça, j'ai comme débuté après. J'avais commencé à travailler dans une prison, dans une détention, dans un centre de détention. Je gérais un peu les sommes des détenus. Là. On appelait ça l'avoir, là, comment ça s'appelait. Fait que je gérais des sommes. Fait que c'est vraiment pas pantoute en RH. Okay. Je suis comme allée poser des chiffres finalement. Là. Ben, je sais même pas pourquoi j'étais là-dedans. Mais... Ça fait en sorte que le RH, je l'avais connu un petit peu et j'ai commencé un peu à me dire que crime, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, mais mon contexte actuel que je vivais à ce moment-là, j'avais 3 enfants, j'avais 3 petits garçons, mon ex-conjoint en fait est décédé et les ressources humaines, au final, j'ai fait « OK, bon, ben j'ai besoin de subvenir aux besoins de mes enfants, j'ai besoin de me réaliser. » Tout ce qui était ressources humaines a été un peu l'échappatoire là, pour moi, là, de dire je me suis lancée dans des études. Je le faisais à travers m'occuper de mes 3 enfants qui avaient 2, 4 puis 6 ans dans le temps. J'enseignais un programme qui était nouveauté au bureautique, dans le fond, là, qui est un peu une petite version de secrétariat, mais pour un programme spécialisé. Et j'étudiais le soir pour les ressources humaines, pour peut-être me prouver quelque chose à moi-même, pouvoir subvenir aux besoins comme des enfants. Fait que
toutes les études en ressources humaines. J'ai commencé avec un certificat en ressources humaines, justement, qui a été un peu mon échappatoire de réalisation. Je me suis lancée là-dedans. À 10 heures le soir, je commençais mes études. Je le faisais comme tout un peu à distance aussi. Fait que les ressources humaines ont débuté comme ça, puis ça est devenu vraiment comme une passion. Puis autant qu'au début dans ma vie, je voulais m'en aller vraiment plus côté santé animale, que finalement, non, pas les animaux, je préfère les humains. Après avoir eu des enfants, je vais non, je vais aller avec les humains. Fait que ça a fait un peu une petite curve vers les ressources humaines. Et j'ai commencé ce certificat en ressources humaines. J'ai bien réussi, j'ai eu une bourse. Après ça, je me suis en allée à faire un certificat en santé et sécurité. Après ça, administration, micro-programme en gestion. Fait que j'ai fait un petit peu une bouchée à la fois, si on veut, là, à travers de ma vie mouvementée que j'avais à l'époque là, en ressources humaines. J'imagine. Fait que ça a été un échappatoire, mais ça a été aussi une voie que tu t'es découvert là-dedans. Une voie puis une passion. Là, honnêtement, ça me fait un bien fou. Je me suis trouvée quand même, une passion, un talent même, côté de relations humaines. Et c'est là que j'ai fait mon chemin. Mais encore une fois, quand je parlais, j'avais fait un peu le DEP en secrétariat. Ma première expérience de travail, là, qui était dans une étude de notaire, justement, j'avais été engagée comme secrétaire juridique. J'ai fait un peu, puis je voyais qu'il y avait des besoins en RH. Fait que, en fait, j'ai été me chercher ma job en RH en allant voir le président. J'ai fait « Hey, je pense que tu as des besoins en RH, c'est moi qui va pouvoir te faire ça. » Fait que j'ai été solliciter ma job en RH. J'ai dit « OK, oui, vas-y donc. » Fait que finalement, j'ai fait ma job en RH. Ça arrive souvent dans des petites entreprises où c'est la personne adjointe, secrétaire, qui fait un petit peu, elle se met à gérer des dossiers d'assurance ou de la paye ou des choses comme ça. Elle en fait un petit peu de RH à en faire. Puis là, de fil en aiguille, elle vient gratter de plus en plus. Exact. Puis c'est souvent le président ou le DG dans les petites entreprises comme ça. Là, il y avait à peu près une trentaine d'employés. Là. Donc, puis c'est souvent un peu la bête noire, là, tout ce qui est au niveau RH, la gestion, je sais pas. Puis donc, j'ai vu qu'il y avait un besoin. Je me suis J'ai vu une porte ouverte. J'ai vu une porte ouverte. Je suis un peu opportuniste sur les bords. Donc, j'ai dit, tiens, moi, je peux t'aider. Donc, j'ai complètement switché finalement là, pour. T'as une transition. Ouais, pas tant. C'est fait méga rapide. Comme moi, je préfère de loin RH, fait que je vais être RH. Okay. Fait que ça s'est fait un petit peu comme ça, qui a été ma première expérience au niveau des ressources humaines. OK. Puis là, tu étais dans le domaine du droit. Fait que ça a été comme. Mais tu n'avais pas un titre de RH. Fait que comment tu te crédibilises un peu dans ce rôle-là auprès des collègues, puis quand on te donne ces mandats-là sans nécessairement te donner un titre, comment on réussit à se crédibiliser? Ça faisait pas longtemps quand même que j'étais dans l'entreprise, mais je pense que c'est une question de confiance. Tu as des preuves à en faire quand même, mais il faut que tu aies une opportunité de dire, OK, mettons, moi, j'avais commencé évidemment avec tout ce qui était au niveau du recrutement. Il y avait d'autres secrétaires. Je devais trouver probablement ma remplaçante aussi. Là. Mm-hmm. Donc, c'est de commencer un petit peu avec le recrutement, de s'occuper de cette partie-là. Ça reste toujours un petit peu ambigu. Il faut recruter. Je sais pas qu'est-ce que je cherche. Qu'est-ce qu'on dit dans une entrevue. Fait qu'un peu cette facilitation, là, comme cool, elle s'en occupe. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Fait que ça s'est fait un peu graduel pour en prendre un petit peu plus au niveau des responsabilités. Mais c'était vraiment, je pense, une relation aussi de confiance avec le président qui, au fur et à mesure, il voit le bien fondé d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper de ces aspects-là. Comme je dis, que moi, j'ai l'impression que c'est souvent un petit peu la bête noire, là, tout ce qui est gestion puis ressources humaines. Fait que la crédibilité est venue un petit peu avec le temps. Une petite bouchée à la fois, on m'en donne un peu plus, on m'en donne un peu plus. Mais je suis quand même assez people. Là, la relation de confiance, je l'avais quand même déjà établie avec les autres notaires pour travailler un peu les enjeux qu'ils pouvaient avoir là, au niveau des ressources humaines. Là. Donc, un petit pas à la fois. OK. Fait que là, tu es dans le domaine des services. Oui. Tu fais ça quelque temps. Mm-hmm. Après ça, tu prends un premier poste. RH officiel. Oui. Sors du... Exact. Là, j'ai fait ça à peu près pendant 1 an et demi. J'ai fait une mini-pause, en fait, là, de retourner comme enseignante, comme qu'est-ce que j'avais fait, mais de façon parallèle. Là, je venais vraiment aller enseigner au DEP de secrétariat, tout ce qui était les lois du travail. Donc, j'ai fait ça un petit peu de parallèle. C'est sûr que c'est une entreprise de 30 personnes, quand tu établis là, les éléments RH de base. Le guide, le manuel, les recrutements, les évaluations de rendement.
il m'en fallait un peu plus. Là. J'étais avide d'essayer autre chose. Donc là, je suis tombée dans une entreprise qui était un peu plus au niveau de l'exploration minière, qui était le rôle de conseillère RH santé-sécurité, que là, il y avait à peu près peut-être 125 employés. Là. Fait que je venais upgrader un petit peu là, les défis qu'ils pouvaient avoir côté RH. Puis la santé-sécurité d'un bureau, c'est pas la même chose qu'en exploration minière. Non, c'est ça. Là, c'était l'exploration minière, mais tu sais, encore une fois, c'est un rôle qui était nouveau. Fait que c'était vraiment d'établir les fondements. Mais là, j'établissais les fondements RH. J'établissais les fondements aussi santé-sécurité, de dire, bon, ben juste ne serait-ce que de colliger tout ce qui était au niveau des lésions. Là, de dire, bon, ben c'est quoi nos lésions? On en a combien pour essayer d'en faire des constats puis une analyse pour pouvoir s'améliorer. Là. Fait que, on repart à la base, de dire, on fait la prévention puis ces éléments-là. Fait que j'ai été là-bas pour établir un petit peu aussi les fondements RH, santé-sécurité à ce moment-là. Exploration minière, ça. Ouais. Tu es originaire de l'Abitibi? Oui, oui, c'est ça. Okay, ça, c'est un élément important, effectivement. Je viens pas d'ici. Je viens de l'Abitibi. Puis, effectivement, le minier, en fait, là, on s'entend là, que c'est quelque chose quand même très omniprésent en Abitibi, tout ce qui est au niveau des ressources. Il y en a plusieurs. Donc, c'était une entreprise, effectivement, qui faisait de l'exploration. Pas de l'exploitation, mais l'exploration minière. C'est qu'avant qu'il y ait une mine. Oui, aller chercher des carottes pour aller analyser et tout. Donc, c'est une petite entreprise là, qui faisait ça. Puis, côté santé-sécurité, oui. Tu t'arrives là, si ils sont en exploration, ils ne sont pas nécessairement structurés, organisés pour le faire, ou tu partais de quelque chose d'existant? Puis, je partais plus ou moins de quelque chose d'existant. C'est sûr que c'était un bon défi pour toi. C'était un bon défi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le défi, donc je trouvais ça intéressant d'arriver dans des pages blanches, puis mettre un petit peu à ma main tous ces aspects-là. C'est quelque chose que je trouvais très intéressant. Mais il y avait comme une usine, un peu, si on veut, mais sans dire une usine, mais une carothèque là, qu'on appelait pour faire les tests et tout. Puis autant qu'il y avait des personnes qui s'en allaient un petit peu à l'extérieur là, pour aller chercher les carottes, donc les techniciens en géologue là, qui partaient un peu partout. Donc, il y avait des défis qui étaient très un peu dans la carothèque. Il y avait des défis pour ceux qui étaient comme à l'extérieur. Fait débuter un peu cette analyse de risque-là pour chacun. Regarder, c'est quoi nos lésions? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelqu'un qui suit ça? Non, OK, c'est pas suivi. Souvent, les petites entreprises, on voit comme, ils se laissent un peu, ils sont tributaires de ça, puis ils laissent aller, puis que ça peut étirer. Là. Donc, de reprendre un petit peu cet aspect-là, mais aussi, évidemment, là, d'aller jouer en prévention. Là, il y a tel événement qui est arrivé à 2-3 reprises durant l'année. OK, on peut-tu en tirer un constat, puis essayer de mettre une mesure corrective pour éviter là, qu'il y ait d'autres personnes qui s'y blessent. Donc, toute cette analyse-là là, qui était à faire en arrivant, là, si on veut. Là. OK. Après, fait que là, 30 employés, 120, 125 employés, tu gravettes tout le temps de plus en plus gros. Tu t'en vas chez Garda, je pense, à cette époque-là. Fait que là, tu tombes dans une multinationale, même si tu t'occupes du territoire d'Abitibi. Non, exactement. Avant, j'ai fait une petite interlude, si on veut, là, dans une entreprise de géologue encore, mais un peu plus architecte, si on veut. Et j'ai pas resté longtemps parce que, tu sais, là, je bâtissais quand même quand j'allais dans les différentes entreprises. Mais là, j'ai pas resté longtemps parce qu'effectivement, c'est cette personne-là qui était venue me chercher disant comme « OK, je suis prêt, il y a de la gestion de conflit cette année, je veux plus gérer ça, il faut bâtir ça. » Et finalement, faire en sorte comme... C'est pas tout le monde qui a toujours un peu la conscience à RH puis de dire OK, je suis réellement prêt là, à pouvoir déléguer un peu cet aspect de gestion, d'être accompagné pour des petites entreprises qui... sans dire qu'ils sont dans la micro-gestion, mais qui font un peu plus leur day-to-day du quotidien. Là, donc, j'ai eu cette petite interlude-là pour dire, on se tape dans la main, puis on se serre la main, puis écoute, je pense qu'on t'es peut-être juste pas rendu là, pour effectivement m'en aller là, par la suite chez Garda, que là, je tombe vraiment dans la multinationale. Je suis habituée, petite PME, proximité, mais là, tu as tout un réseau autour de toi là, au niveau de différents corps de métier. Que là, ça a été vraiment une bonne école, je dirais, même en soi, pour pouvoir
naviguer un peu dans tout ce qui est comité paritaire, tout ce qui est avec les syndicats, les représentants syndicaux. Fait que ça a été un peu mon baptême. Le premier baptême. Le premier baptême qui est non donc bien intéressant, là, c'était du bonbon là, pour moi, là, tout ce qui était relation de travail. Il y en avait quand même beaucoup à ce moment-là de la relation de travail. J'avais le rôle de directrice administrative, mais je peux avoir la relation client. J'avais 8 personnes à ma charge. J'avais tout l'aspect aussi, effectivement, de tout ce qui était relation de travail. Bon, les représentants syndicaux, tout ce qui était l'aspect disciplinaire. Fait que j'avais un peu un rôle hybride en plein de choses, mais je dirais que l'aspect relation de travail là, prenait un gros morceau, disons, là, du rôle. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui n'aiment pas ça, pantoute, des relations de travail, puis il y en a qui trippent bien raide là-dessus? Bien, c'est une bonne question. Tu sais, je dirais que je vois souvent plus des gens dire « Moi, j'aime pas ça, la relation de travail, autre que les personnes en RH. » RH, là, je dirais qu'on a tous quand même un petit bonbon. Ah oui, la relation de travail, on aime ça. Mais la plupart des gestionnaires, c'est le contraire, effectivement, que ça vient souvent un petit peu la bête noire de dire l'aspect gestion, je suis moins à l'aise là-dedans. Ouf, tu sais, il faut que je dise des choses qui sont difficiles. Ils veulent nous pelleter ça dans le cours. Oui, ils veulent nous pelleter ça comme non, moi, je suis pas capable de dire ça ou j'ai peur de dire ça puis que ça soit mal perçu, comment je le fais. Je pense, qu'est-ce qui fait partie souvent du rôle RH, c'est ce coaching-là. Comment dire les choses, comment prendre conscience un peu de ce que nous, on ressent là, par rapport à ça, mais de oser dire les choses. Je pense que c'est un grand apprentissage qu'on fait souvent. Je pense côté RH, à nos gestionnaires, de dire, t'es mieux de le dire que garder l'amertume ou laisser ça traîner puis que finalement, ça devienne plus gros. Là, tout se dit, mais il y a des façons de dire les choses. Là. Mm-hmm. Donc, cette partie-là, je pense que ça faisait partie quand même d'un coaching, mais comme je disais, moi, c'est un peu la partie bonbon, là, tout ce qui était relations de travail. Là. Comment on aborde ça? Tu sais, parce que je l'entends, tu sais, je suis dans des cercles d'affaires, puis fait 10 ans, puis ça marche pas, là, j'ai pas de dossier de montée, ou non. Tout ce qui traîne se salit. Oui. Fait que des gestionnaires qui gèrent pas ça. Comment, comme RH, mettons que tu as à m'accompagner ou tu as à me coacher, puis tu as à me donner un peu de courage managérial, pour utiliser un bon mot. Oui, on va en parler. Je pense que c'est oser dire comme les choses. C'est beaucoup plus une crainte de comment l'autre personne pourrait recevoir ça. Qu'est-ce qui fait en sorte de dire, elle va penser que je l'aime plus, mais non, c'est pas ça. Là. On rentre pas. C'est pas une question de je t'aime plus parce qu'il y a des éléments à améliorer. Tout le monde a des choses à améliorer, mais le feedback devient méga important là, pour dire que c'est amélioré. Combien de fois qu'on va arriver quelque part puis on va dire, j'arrivais dans une nouvelle entreprise et là, ils vont me parler des situations qui traînent depuis longtemps. Ah, cette personne-là, comme ça, elle a une attitude négative. Première question, est-ce que vous y en avez déjà parlé? Ah ouais, peut-être, là, mais ça me c'était clair. Ah ouais, tu as vraiment parlé clairement de qu'est-ce qui fonctionnait pas. Il me semble que c'est évident. Non. Qu'est-ce qui peut me sembler évident pour toi n'est pas nécessairement pour la bonne personne, la personne qui va le voir la même chose. Là. On a toutes des perceptions différentes, on a toutes des interprétations différentes. Fait que clarifier ces éléments-là, je pense que c'est un des premiers conseils, de dire clairement, tu es assis avec, clairement, puis l'évoquer, ça. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne connaît pas. Combien de fois que des fois je vais faire l'intermédiaire puis que finalement il me l'a jamais dit, pourquoi qu'il me l'a pas dit? Dans sa tête à lui, il l'avait dit, mais c'était pas clair du tout. Là. Mm-hmm. Donc de prendre ce petit courage là, pour faire un peu le petit parallèle, là, de oser dire les choses, là, je pense que c'est un premier pas. Je prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan des leaders RH d'ici. Puis de te dire, les attentes ne sont pas claires. Ouais. Il me semble que c'est évident. C'est ça que tu sais, même si, je sais pas, tu as été comptable toute ta vie, comptable dans plein d'entreprises différentes, c'est des rôles différents, c'est des attentes différentes. Fait que souvent, je trouve que ça part beaucoup de
c'est pas clair qu'est-ce qui est attendu de moi. Fait que je performe comme employé du mieux que je pense que je fais ma job. Ça convient pas à mon gestionnaire, il me le dit pas parce que mon rôle n'est pas clair. Fait que quand il m'en parle, je dis c'est ça que tu voulais. Oui. Je vais le faire. Y a pas mais de clarifier les attentes, c'est un point de départ. Tu fais juste dire, puis il y en a, puis des fois, quand je parle de clarifier des attentes, mes attentes à moi en tant que gestionnaire, s'ils sont pas communiqués, puis que finalement, je fais juste pallier à côté, comme elle fait pas comme faut. Là. À toutes les fois, je dois reprendre en arrière. Tu as-tu déjà dit vraiment, c'est quoi tu t'entendais? Ouais, mais c'est pas fait comme moi. Ah, OK, mais attends, mais précis, c'est quoi que tu veux au niveau de ton résultat? Le moyen, laisse-y décider. Là, qu'est-ce qu'elle veut, comment qu'elle veut le faire? Toi, accorde-toi la possibilité de regarder le résultat, mais laisse quand même une certaine liberté à l'employé de le faire un peu le comment comme qu'il veut. Là. Mais justement, de dire, je préfère le faire par moi-même, c'est moins compliqué. On est encore dans la clarification des attentes. Dire, 1, 2, 3, go, vas-y, mentionne-y. Puis d'essayer d'éviter un peu cette anticipation-là de moi, mais comment qu'elle pourrait le prendre, mais d'un coup qu'il s'en va, monde, c'est sûr que c'est pas toujours évident d'avoir du feedback, mais il y a des façons de dire le feedback puis de dire au final, la personne, elle va grandir puis elle va être encore plus peut-être pas contente, mais elle va être quand même respectueuse du fait comme merci de me l'avoir dit. On veut pas avoir des situations que ça dure pendant 1 an, puis là, après ça, OK, là, je vais aller demander au RH. Puis les RH, ils vont faire un peu le portrait de la situation. À 1 an, ça n'a jamais été manifesté ou mentionné ni de près ni de loin, puis la personne, elle tombe un peu des nues, comme bon sang, mais j'aurais aimé ça le savoir. Ça, c'est un élément qui le monde n'est pas niaiseux. Je pense qu'ils s'en rendent compte qu'il y a quelque chose de off ou que, comme employé, mais oui. On m'attribue moins de dossiers ou, mettons, j'ai moins de feedback, j'ai moins de reconnaissance, j'ai quelque chose. Exact. Il y a de quoi qui cloche, mais ils vont-tu, eux, à les confronter, là, non. patron, ou dire... Il y en a qui le font, dire « Hey, il me semble que c'est pas ton goût, c'est pas correct. » Il y en a qui vont avoir peut-être un peu cette intelligence émotionnelle-là, effectivement, de faire comme « il me semble que mon gestionnaire n'est pas comme d'habitude. Tu fais quelque chose, j'ai pas fait quelque chose. » Il y en a qui vont aller un petit peu vers l'avant, mais il y en a d'autres qui vont se conforter de « je fais ce que j'ai à faire, puis ça finit là. » Puis qu'on perd une possibilité d'avoir le potentiel total de l'employé. On va avoir pris 1 an peut-être là à pas avoir mentionné comme les choses qui auraient pu se développer, qu'on aurait pu passer à autre chose. Fait que ça, c'est un aspect de coaching que je vois beaucoup, là, que je vais m'attarder quand même avec les gestionnaires pour juste oser dire les choses, clarifier un peu les attentes, puis prendre ce petit 20 secondes de courage-là pour aller s'asseoir avec l'employé qui, surtout, on sort de là, puis finalement, c'était pas si pire. Pas tout le monde qui réagit à chaud de larmes non plus. Puis même si quelqu'un va réagir des fois fortement à qu'est-ce qui va avoir été mentionné, de dire, OK, stop, je te laisse recevoir ça. C'est pas évident nécessairement qu'est-ce que je te dis, mais j'aimerais ça qu'on reprenne un petit moment le lendemain pour dire, on en jase. On va être un peu plus dans le brainstorming, dans qu'est-ce qui va être au niveau de la solution, plus que dire, là, je suis dans l'émotion, je viens de recevoir ça, mais tu me donnes une claque en pleine face, peu importe comment je te la donne. La claque, c'est une claque que je te donne. Donc, réfléchir un peu là-dessus, puis revenir, ça amène des très belles discussions après. Fait que oui, tu le déposes, on est moins dans la solution, puis après ça, on laisse un 24 heures, 48 heures là, pour laisser décanter, pour avoir un peu plus accès à la personne, puis être en mode solution. Puis tu as dit quelque chose aussi, moi, les gens le disent pas. Ils vont pas en parler. On parle des discussions de café, autour de la machine à café ou autour, ou du petit jasage entre personnes. Ah là, elle m'a fait un tel, ou elle m'a fait ci, ou lui, je pense qu'ici. Moi, une phrase que j'ai trouvée qui sauve souvent, quand quelqu'un vient me partager, soit un gestionnaire en employé, puis un tel a fait ci, ou ma question, c'est toujours comment réagit quand tu en as parlé. Pas tu en as-tu parlé. Parce que là, c'est comme oui, non, je suis comme effectivement, c'est quelque chose. Comment elle a réagi quand tu en as parlé? Puis la face change, j'ai comme non, j'en ai pas parlé. OK, aimerais-tu que je t'aide à te préparer? Comment lui en parler? Voudrais-tu qu'on fasse des simulations? Cette phrase-là, là, que je trouve comme gestionnaire, comme RH, autant un employé qui vient nous voir, mon boss, il fait ci. Colette, à comptabilité, a fait ci. Comment elle réagit quand tu en as parlé? Je n'en ai pas parlé. Tu viens de réaliser qu'effectivement, tu vas porter vers l'action comme sa première action, ou qu'ils vont te dire effectivement, mais je t'en parle à toi, mais je veux pas y en parler. Tu veux-tu que ça change ou tu veux pas que ça change? Là? C'est correct l'aspect ventilé, mais
on veut être à la recherche de solutions. Il y a quelque chose qui te dérange. Mais mon Dieu, oui, effectivement, on va commencer par s'en parler de vive voix, voir sa perception à lui aussi de la personne, là, du gestionnaire versus les deux. Amener cette discussion-là, des fois, autant de l'employé que du gestionnaire, je pense que c'est un bon point de départ, là, que les gens se parlent, là, effectivement. Super intéressant, vraiment. On était chez Garda. Oui, c'est vrai, un petit tour en arrière. On était chez Garda. Là, à cette époque-là, combien d'employés tu avais? Moi, j'en avais 8, mettons, sous ma charge, mais côté régional, on avait plus de 500 employés. OK, donc, c'est un bon step. Oui, là, c'est effectivement un bon step. Des agents de sécurité, des surveillants d'espaces clos. On avait aussi des signaleurs. Fait qu'il y avait ces 3, mettons, secteurs d'activité-là là, qui étaient vraiment comme chez Garda. Effectivement, c'est un bon step dans le sens que, plus que d'employés, plus qu'il peut avoir de la situation. Fait que c'est pour ça que je disais quand même la partie relation de travail là, était quand même, elle demandait beaucoup de temps quand même par semaine. Mais ça l'amenait, comme je dis, complètement à une autre facette. C'était une bonne école dans le sens, justement, toutes ce qui était au niveau syndicat. Puis, il y avait quand même une centralisation aussi des services. Donc, j'avais d'autres conseillères RH, mais qui étaient comme pour tous les différents secteurs. Plus spécialisés. Un peu plus, oui. Moi, j'étais générale, mais il y avait des spécialistes aussi. Du comité paritaire, de la convention, donc, tu sais, qu'on pouvait se référer, qui faisait un peu un titre de mentor pour les directeurs, les RH aussi, là, qui pouvaient avoir dans les différents secteurs. Parce qu'il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a un peu partout. Donc, ça a été un élément intéressant là, de dire que c'est la première fois, en fait, que j'avais quelqu'un qui était aussi dans mon domaine, que je pouvais, des fois, brainstormer ou il y a une situation. C'est la première fois que ça m'arrivait. Là. Donc, d'habitude, je commençais dans le domaine. OK, il y avait des situations à qui j'en parle. C'est moi la spécialiste. Qu'est-ce que je fais? C'est moi la spécialiste qu'on vient me demander la question. Je lisais vraiment beaucoup. Là, de dire, sur Internet, j'ai lu énormément de livres de gestion et j'en lis encore toujours. Là. En fait, là, un élément qui peut venir germer dans ma tête comme ah oui, c'est juste confirmer un peu des fois comme ma pensée ou aller valider quand même des approches. C'est comme ça que je le faisais. Fait que ça a été super intéressant, là, comme je dis, une bonne école d'apprentissage, mais surtout tout ce qui est l'aspect là, avec les syndicats. Puis il n'y a pas aussi une notion, parce que, mettons, chez Garda, c'est des agents de sécurité qui sont dans différentes entreprises, différentes mines, qui ont eux-mêmes leur propre culture, leur propre méthode, leurs propres approches. Fait que toi, tu arrives, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme ça, qui sont des sous-traitants pour plusieurs entreprises où ton staff s'en va dans ces entreprises-là. Oui. Comment tu réussis à gérer cet équilibre-là entre on développe notre culture, nous savons faire, mais tu es agent de sécurité à la mine XYZ depuis 2 ans. À Rome, on fait comme les Romains. Fait que t'es dans cette entreprise-là. Comment... le lien est délicat là, parce que autant que j'ai des agents de sécurité qui pouvaient rester longtemps dans une mine, c'est sûr que là, le sentiment d'appartenance était comme un peu partagé. Là. Ils se sentaient beaucoup plus faisant partie de la minière qui faisait partie de Garda, parce que nous, c'est l'allocation de main-d'œuvre qu'on va faire à ce niveau-là. Je pense que c'est une bonne communication entre le client et nous, mettons, qui étaient Garda à ce moment-là, là, de dire, c'est quoi un peu comme les attentes communes. Il y en a qui vont faire qu'ils le gèrent un petit peu par la bande, puis il y en a d'autres, c'est ton employé, fait que occupe-toi-en, s'il y a des aspects disciplinaires à avoir et tout le kit. Mais tout partait quand même d'une bonne communication entre les deux, de qu'est-ce qu'on s'entend, sur quoi qu'on est d'accord, puis sur qu'est-ce qu'on veut, puis qui peut être partagé un peu comme valeur ou comme culture. Là. Donc, c'est pas tant de regarder les différences, mais essayer de mettre l'accent sur qu'est-ce qui est similaire au niveau comme de cette culture-là pour le lien d'appartenance, là, si on veut. Là. Okay. Mais ça demeure un défi. Là. C'était un défi. C'est un défi, effectivement. Surtout que mettre une culture en place, suivre ça, c'en est un défi en soi. Fait que... la culture en soi, c'est pas quelque chose que tu te lèves un matin comme parfait, voilà ma nouvelle culture, puis go, tout le monde intègre ça en criant lapin. Puis, on a imprimé ça, on l'a mis sur le mur. C'est beau, c'est tellement beau, imprimer sur... C'est pas parce que c'est écrit sur le mur que tout le monde va le vivre au quotidien. Là. Ça, c'est toujours un peu... Le défi d'une culture, quand on parle qu'on va mettre en place des nouvelles valeurs, qu'on intègre les nouvelles valeurs, ça se fait pas en criant ciseaux. Là. Il faut du temps, il faut de l'adaptation, il faut de la bienveillance pour dire que
que la culture se construit, parce qu'on dit construit, mais ça se co-construit, là, même si j'ai la meilleure idée du monde pour avoir la meilleure culture, selon moi, qui peut avoir. Il faut que mes employés embarquent, là, qu'ils deviennent des ambassadeurs de cette culture-là. Je peux pas traîner le drapeau tout seul puis être le porte-parole de la culture. Là. Là, après Garda, c'est là que tu t'en viens dans le coin? Tu lâches ton Abitibi natal? Ben, je lâche mon Abitibi. Je disais comme, j'ai un petit côté aventurière, j'aime ça, mais on va dire, crème, ça faisait 35 ans que tu étais en Abitibi, on va dire pas tant que ça, aventurière. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas tant que ça, mais j'avais l'impression de l'être quand même. À 35 ans, effectivement, ça faisait 35 ans que j'étais dans la région et j'avais quand même le désir de dire, je pars à zéro, change de place, je pack les enfants, pack le chum, puis on s'en va. Fait que ça a été Québec. Je suis tombée en amour avec le fleuve. Là, j'ai eu une petite larme en regardant le fleuve. Puis j'ai dit, oui, c'est tellement beau le fleuve, je vais être à côté du fleuve. Donc, je me suis emmenée à Québec. Et je ne m'aurais pas vue aller à Montréal parce que j'étais un peu. Je viens de région. Je suis une fille de région. Fait que là, c'était comme trop gros. Là. J'étais comme pas bien. Mais Québec, c'était le bon équilibre, si on veut, là, entre une région et une plus grande ville. Oui, c'est ça. Modérer mon désir d'aventure. Ça a été comme parfait. Là. Je tombe en amour avec Québec, là, clairement, là, quand que je suis arrivée sur place. Mais je repartais à zéro. De dire, OK, j'ai pas mes contacts, ça fait pas 35 ans que j'habite ici. Ouais. Personne me connaît, là, à Québec. Là, fait que donc, on recommence un peu... pas en bas de l'échelle, mais dire, ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce que je peux avoir comme rôle? J'ai été directrice administrative RH chez Garda. Là, je peux-tu revenir directrice ou faut que je recommence un petit peu plus en bas de l'échelle? Fait qu'il y a eu cet aspect-là. Ce flottement-là. Oui, de flottement-là. Que finalement, ça s'est avéré vraiment pas stressant. Là, au final, j'ai trouvé un emploi tout de suite. OK, je n'étais pas comme directrice, mais j'étais la seule RH. Que là, c'est là, à ce moment-là, que je suis arrivée chez Polaris, Construction Polaris. Le monde s'accroche au titre des fois, mais il faut souvent plus s'accrocher au rôle à l'impact qu'on a. Oui, moi, je vais beaucoup regarder. Le titre, c'est une chose, mais c'est quoi mes possibilités d'apprentissage? C'est quelque chose qui est encore plus important pour moi, de dire comment je peux me développer, qu'est-ce que j'ai à apprendre là. Fait que, à chaque endroit que j'ai été, j'ai appris quelque chose, mais moi, c'est important de continuer d'apprendre. Là. Donc, si je vais à une place puis j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la roue, il me faut du défi. Là. Donne-moi un problème, donne-moi quelque chose, mais il faut que j'ai eu du défi à relever. Là. Fait que ça a été Construction Polaris après. Je lisais récemment qu'il disait le sentiment d'imposteur. Il y en a beaucoup qui ont ça, le sentiment d'imposteur. C'est une réaction physique de notre corps et notre cerveau qui est en train de nous dire « Hey, tu es en train d'apprendre quelque chose. Tu es en train de level up. Tu es en train de monter. » Fait que arrêtons de le voir négativement, ce sentiment d'imposteur. On est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Exact. Sortir sa zone de confort un peu. T'sais, oui, après coup, c'est un petit challenge là, de dire comme ouf, je veux-tu être bonne? Ça va-tu être intéressant? Je veux-tu être capable? Mais après coup, mon Dieu Seigneur, qu'on est fiers. Puis ça vient donner une nouvelle corde à notre arc. Là. Mais cette partie-là, un peu de syndrome de l'imposteur, c'est là qu'il vous faut une bonne dose de courage. Là, j'avais déjà lu un livre à un moment donné là, d'Isabelle Fontaine, là, le courage, comment le mettre en action. Je ne me rappelle plus particulièrement du titre. Mais elle parlait dans ces moments-là qui nous sort un petit peu de notre zone de confort. C'était d'avoir notre power song. Là. Notre fameuse power song, de dire que ça fait un petit bout là, que je l'ai intégré parce que c'est vrai que ça fonctionne. De dire, à un moment donné, oui, je sors de ma zone de confort, j'ai besoin d'un peu de courage, je mets ma chanson préférée, je l'écoute à fond dans mon auto, je la chante, je la crie, je la fais tout ce que tu veux, puis après ça, j'y vais. Là. J'arrête de penser à ça, je me crée un peu cette énergie-là, puis j'y vais. Fait que plusieurs situations un peu dans la vie que ça nécessitait un peu cette power song-là là, que je pouvais avoir au quotidien. Là. C'était quoi ta power song? J'en ai plusieurs, mais je dirais une qui a été longtemps ma power song. Là, ça a été vraiment de Fall Out Boy, Beat It. Là. C'est qui était une reprise de Michael Jackson. Là. Donc, quand il y avait quelque chose qui me sortait de ma zone de confort ou j'étais un peu nerveuse, je mettais ça dans le tapis puis je chante ça bien fort dans mon auto. Puis après ça, je suis comme ouais, je viens de me donner de l'énergie. Là, j'ai du courage. Là. Comme aujourd'hui. Fait que ça a joué dans l'auto. Oui, ça a joué. Là, J'étais comme...
C'est bon, ça, c'est un bon truc. Ça fait qu'on se trouve une toune qui nous met dedans, qui... Puis souvent, à mes équipes, je demandais comme, OK, trouvez votre power song. Là, quand vous avez une journée qui ça va moins bien, une situation qui va moins bien, là, ben, je vais la glisser là, comme play, ping, ding, 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 ding. OK, on part. Hey, on l'a pas dans nos questions. On l'a pas dans nos questions de nouvelles recrues, mais en deuxième édition, on rajoutera ça. Ça peut être intéressant. Ah, c'est bon. Puis pour nos gestionnaires qui sont pas capables de mettre le culotte, puis qui doivent se préparer, c'est parfait. Ça, moi, j'ai 2 conseils habituellement là, ça, pour développer un peu ce courage-là. C'est, oui, le power song, écoute ça avant de t'en venir, puis après ça, d'avoir le petit 20 secondes de courage. Puis ça, ce 20 secondes de courage-là, là, j'ai pris ça un peu dans le livre de Annick Trépanier, là, qui parle beaucoup de courage, de dire, ben, t'as juste besoin d'un 20 secondes de courage. Là, arrête d'anticiper, puis arrête de voir tous les scénarios qui peuvent arriver. Là. Bouge-toi le nez, puis avance. T'as besoin de ce 20 secondes-là, fais-le, puis après ça, OK, c'est beaucoup moins pire probablement que qu'est-ce que tu l'anticipes. Fait que c'est toujours l'anticipation là, qui nous bloque. Là, fait que t'as besoin de cette dose-là de courage. Bouge-toi le nez, puis avance. Puis bouge-toi le nez, puis avance. Ça, c'est mon conjoint, ça, qui me sort. OK, on va se boucher le nez, puis on va avancer. Je dis, OK, je me bouche le nez, puis j'y vais. Fait que, tout cet aspect de bouge-toi le nez ou le 20 secondes de courage, des fois, il faut juste ça pour dire qu'on fait cette conversation difficile-là. Je sors de ma zone de confort, je fais quelque chose que je suis pas habituée, que j'ai peur, que je suis inquiet, que t'arrêtes de penser, puis tu y vas. Ben, tu dis ça, puis ça me fait penser, j'ai jamais fait de bungee ou de parachute, mais je présume que c'est quand tu es sur la plateforme de bungee que c'est là que... Là, tu en as besoin. Là, tu en as besoin, puis tu te lances. Mais une fois que tu t'es lancé, tu n'as plus besoin de courage. Tu n'as plus besoin, c'est fait, tu es déjà enclenché. Fait que souvent, c'est ce que je dis dans les conversations qui est difficile. Tu commences ce 20 secondes-là, OK, go, c'est de la débutée, mais après ça, le fil de la conversation, ça va. Là, fait que c'est vraiment juste de porter l'action là, qui nécessite ce 20 secondes de courage-là. Là. OK. Ben, j'avoue que de le voir comme ça, de dire, oh mon Dieu, je m'attends à une rencontre, ça va prendre 1 heure, ça va être complexe. Ah, ça sera pas confortable, ça se peut. Oui. On a juste besoin de crever l'abcès ou de déclencher. Se boucher le nez. Puis bouche-toi le nez, puis t'avances. De se boucher le nez, puis d'avancer. Fait que tu te crains avec ta toune. Puis, je me crains avec ma toune, puis j'y vais, puis souvent, le reste se fait quand même tout seul. Là, donc, c'est juste de débuter, puis de porter à l'action, au final. Okay. Comment tu arrives chez Groupe Allen? J'arrive chez Groupe Allen parce que j'ai déménagé autant que j'étais à Québec, Rive-Nord, que finalement, j'ai déménagé sa Rive-Sud. Difficulté un petit peu là, de transport, traverser le pont, pas de 3e lien. Bon, ben OK, je vais rester sa Rive-Sud. Je rencontre dans le fond la directrice qui était là chez Allen, mais de façon intérimaire, jusqu'à temps de trouver la personne qui allait prendre le rôle parce qu'elle venait de l'extérieur. Là. C'était une collègue du chef de la direction. Donc, je la rencontre, je trouve ça intéressant, on jase un peu, je parle avec le chef de la direction pour établir un peu, où est-ce qu'ils veulent s'en aller, parce que les autres, ils venaient d'acquérir, en fait, là, Allen, là, qui était une entreprise. Oui, parce que moi, je connaissais Allen, Saint-Henri, puis des fois, je voyais des chantiers, on voit la pancarte, tout ça. Donc, c'était une entreprise qui était existante depuis plusieurs années. 1945. Ah, mon Dieu, OK. C'est une entreprise familiale. Là, familiale. Le père, le fils, la petite fille. Donc, puis là, il y a des nouveaux acquéreurs. Oui, exact. Fait que toi, tu rentres dans ce contexte-là. Tu n'as pas été dans l'avant, tu es dans le nouvel... Exact. Je rentre à ce moment-là. Effectivement, nouvel acquéreur, nouvelle administration, nouvelle façon un peu de voir les choses. Autant que c'était une entreprise familiale de père en fils ou père en petite fille, si on veut, que là, c'est quelqu'un complètement d'extérieur. C'est sûr, quand on est un petit peu plus région, on est comme, on a cette proximité-là de dire, je connais le père, je connais le grand-père, tout le monde est là, mais là, c'est complètement quelqu'un qui vient de Montréal, qui arrive sur place. Fait que c'est sûr que ça a été quand même un chamboulement pour eux, là, effectivement. Mais d'y aller avec tout cet aspect-là, un peu de culture, OK, comment qu'on se fait accepter? Comment on peut rentrer sans dire tout le monde, OK, ils s'en vont non plus? Fait que ça a été quand même les premiers défis, en fait, qu'il y avait à voir là, chez Allen. Comment on intègre un peu cette culture-là? Comment on la fait évoluer, cette culture-là, vers les valeurs des nouvelles administrations, qui a été un bon défi. Là. OK.
C'était quoi? Je comprends que c'est une nouvelle administration. Oui. Des défis, ça tombait dans tes cordes. C'est venu chercher quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu savais comment titiller pour dire oui. C'est quoi que tu t'attaques? Mettons, tu arrives dans un nouveau rôle, DRH. Ouais. Comment tu fais ton diagnostic? Puis comment tu priorises pour avoir le plus d'impact possible? En fait, tu t'attaques à rien. C'est ça qui est la joke. Tu es en mode écoute. Donc, tu sais, mes premières actions, ça a été jaser un petit peu avec tout le monde. Comment qui voyait une entreprise, comment qui voyait la transition, comment qui voyait l'achat, juste pour prendre l'information. Je pense un des éléments qui est hyper important, c'est d'avoir une bonne lecture de ton environnement. Donc, j'écoute mon environnement. Je vais parler un peu à toutes sortes de personnes, peu importe, juste voir leur lecture de la situation pour avoir un peu le feeling de comment que les gens perçoivent ça. Fait que j'arrive pas avec une brique puis un fanal. Je vais être beaucoup plus effectivement en mode diagnostic, mais aller récolter de l'information pour pas prendre des constats non plus qui sont hâtifs, là, que j'ai eu une mini-facette d'une situation puis que je généralise. Là. Non, c'est plus complexe que ça. Donc, une grosse partie d'écoute, genre avec les gens, puis de connaître aussi un peu leur rituel, si on veut. Là. Ça peut paraître banal, là, mais ce que je vois des fois, quand on fait un changement de culture, c'est qu'on ne prend pas en considération les éléments qui étaient déjà établis avant. Exemple, il y a un dîner pizza. S'il y a un dîner pizza, je sais pas, une fois par année, puis tout le kit, tu peux pas dire du jour au lendemain, OK, on fera plus ce dîner pizza-là. Là. Ça a vraiment quelque chose de significatif, habituellement, pour les employés. Fait que c'est de pas tasser ça du revers de la main. Tu vas te dire, hey, on transforme, c'est plus un dîner pizza, c'est une activité familiale, tu penses bien faire. Oui. En réalité, tu as plein de bonnes intentions. Tu viens chatouiller. Oui. Puis autant que tu dis, mon Dieu, c'est encore plus le fun, c'est quelque chose qui va vous intéresser plus. Ouais, faire attention quand même. Fait que, ne pas sous-estimer qu'est-ce qui est déjà établi comme rite, comme petit historique, comme, exemple, si c'est la monte après 25 ans de service, on ne va pas changer ça pour je sais pas, moi, des vêtements ou un set de couteaux. Là. Attention, ça peut être quelque chose qui va être comme mal perçu. Fait que, c'est beaucoup d'écoute, mais prendre conscience de ça puis respecter ça. Je pense à la base, là, s'il y a quelque chose qui ressort dans les premières étapes, c'est de respecter ça puis pas vouloir tout changer. C'est significatif quand même pour les gens. Oui. Puis, tu sais, là, on parle de choses tangibles comme le dîner pizza puis la montre et tout, mais ces rituels-là sont aussi dans les modes de gestion. Quand tu as un gestionnaire que ça fait longtemps qu'il est là ou quand il y a une culture, il y a une façon de faire d'approbation de dépenses, de façon de l'aversion au risque ou le goût du risque. Un gestionnaire qui veut pas avancer, ça fait partie. On lance pas un projet s'il n'y a pas 3 personnes qui l'ont vérifié. Des fois, ça fait partie de la culture. On oublie ce côté-là. Oui, effectivement, ça reste quand même une gestion de changement aussi, comme la culture, que la prise de décision, comment elle était faite. On va dire, OK, là, on est davantage dans la responsabilisation. On donne un peu cette responsabilité-là. On t'engage pour tes compétences. On peut te laisser décider. Mais autant que, peut-être dans notre tête à nous, mon Dieu, super, les gens vont être contents, ils vont pouvoir décider, mais ça demeure insécurisant pour certains. Fait, autant des paradigmes dans notre tête comme, OK, ça va être easy shot, là, tout le monde va être très content de cette situation-là, que finalement, tu te retrouves avec quelqu'un comme, non, il faut vous décider à ma place. Hein? Pourquoi tu veux que je décide à ta place? Tu peux décider, toi? Puis, tu sais, cette espèce de petit pas de recul, des fois, que on doit faire dans des changements de culture, c'est de pas des sous-estimer. C'est pas parce que toi, tu pressens que c'est la meilleure culture ou la meilleure façon de faire que ça va se faire très simplement puis que tout le monde va suivre ça sans dire un mot. Là. Ça se co-construit, une culture. Là. Tu peux pas juste faire ça tout seul. Là. Donc, être à l'écoute de ça, connaître un peu les craintes, les insécurités un peu des gens pour venir. Il y a de la bienveillance beaucoup à avoir quand même, surtout dans des premiers temps là, de la culture, c'est de l'adaptation. Là. Donc. Mais comme gestionnaire puis comme propriétaire d'entreprise, ça nous gosse ces affaires-là parce que ça va pas assez vite. Puis là, ça absolument. Comment ça, il comprend pas. Là, j'y ai donné une carte de crédit, il peut lui faire la dépense. C'est ça, là, ça vient nous chercher comme gestionnaire. Absolument. Puis le vécu à plus d'une reprise, en fait, là, un peu ce changement-là. Puis
certaines personnalités, bon, souvent, effectivement, on est performant, on va avancer. OK, on le dit une fois, c'est beau, c'est réglé pour tout le monde. Puis là, dire, hop, 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 faut que tu fasses un petit recul en arrière parce que non, ils n'ont pas adhéré finalement. Ils ont fait oui, on comprend, mais que finalement, ils veulent pas. Ah, OK, attends un peu. Là, bon, ben, c'est qu'est-ce qui venait de faire en sorte que vous n'allez pas de l'avant. Là, fait que des fois, autant qu'on peut être convaincu que c'est la bonne chose à faire, mais des fois, ça nécessite quand même de faire un petit peu des retours en arrière pour bien être sûr que c'est nos changements réellement, comment que les gens le vivent, bien, ça demeure positif puis qu'ils embarquent. Là, on ne veut pas de démotivation silencieuse. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne dit pas non, il ne rouspète pas ou il ne va pas dire oui, mais quelle bonne idée, mais qui fait juste rien dire puis il n'adhère pas. Voyons, ça prend un certain temps avant de découvrir que finalement, mais pourquoi la personne n'a pas adhéré? Ça, des fois, ça fait mal. Dans ce changement de culture-là. Pour les gestionnaires aussi, là, tu veux arriver en place, tu veux mettre ta couleur, puis c'est quelque chose que je vais préconiser toujours. Là, tu peux laisser ton ADN quelque part. Là, c'est le fun de dire que je vais voir la couleur de Michel, que je vais voir la couleur de mon gestionnaire. Je ne veux pas de robot. Là, on est des humains. Là. Fait que qu'est-ce que tu es capable d'amener, ta plus-value? Bon, ben c'est sûr que ça nécessite quand même une petite fine ligne des fois là, que les employés suivent en qu'est-ce que je veux, puis c'est beaucoup de discussions. Je dirais, dans des aspects de coaching, c'est un des éléments que je parle beaucoup. Là. Comment s'assurer que notre équipe suive avec les changements que je veux. Mais, OK, c'est quoi le pouls de ton équipe? Ça ressemble à quoi? Ben, je sais pas. OK, bon, on peut-tu leur parler? Tu leur as-tu parlé, voir comment ils vivent ça, ces changements-là? Mm-hmm. Fait que c'est un défi. On a parlé tantôt de conversations difficiles liées au rendement, mais des fois, on a des conversations qui pourraient être difficiles parce que notre personne n'a pas les compétences ou elle a besoin d'évoluer, soit parce qu'on a un nouveau logiciel, on a une nouvelle façon ou on ouvre un nouveau service, une nouvelle ligne. Comment je peux bâtir un plan de développement de compétences ou comment je peux... Tu sais, nous, on peut le voir positivement, d'aller voir la personne et de dire « Hey, tu vas travailler sur tel nouveau projet, il va falloir que tu sois formé sur telle chose. » Mais ça se peut que la personne ne perçoive pas aussi positivement que nous. Puis comment on structure ça, puis on organise ça, le développement de... Moi, je dirais, là, dans ce que moi, j'ai fait beaucoup au niveau des plans de développement, je suis beaucoup dans les soft skills. Là, on parle un peu plus de compétences techniques. Je dirais que c'est moins sans dire mon cheval de bataille, là, mais qu'est-ce que je vois qui est plus pertinent de mon côté, parce que c'est souvent des plans de développement que je fais, moi, pour le développement des gestionnaires, on va dire un directeur adjoint qui va prendre un peu cet aspect de gestion. Je suis beaucoup dans les soft skills. Mais tu sais, pour faire ne serait-ce qu'un plan de développement aussi un peu plus technique, bien, s'assurer peut-être que la personne a le bon portrait peut-être de la situation. Autant qu'elle pense voir quelque chose, autant que nous, on voit quelque chose, mais de s'assurer que la vision est commune de la situation ou de son développement, ben c'est la base. Puis là, je reviens un peu à mes plans de développement un peu de gestionnaire ou de directeur adjoint. Moi, ce que je vais faire souvent, quand je dis avoir le bon portrait de la situation, là, c'est peut-être moins technique en lien avec ce que tu demandes. Mais... c'est bon parce que c'est moins tangible. Ouais. Si j'ai une formation Excel, je suis capable de savoir, t'es-tu intermédiaire, avancé, tu faire des... Ça. Mais si je te dis en écoute active ou en gestion, comment je m'évalue moi-même, je te dis, je suis très fort en écoute active. Peut-être que le feedback que j'ai... Fait que les critères d'évaluation de ces soft skills-là sont très, très différents. Parce que, tu sais, je sais plus où c'est que j'ai lu ça ou que j'ai entendu ça, mais c'est... Ah oui, je pense que c'est dans une conférence, effectivement, que j'avais vu que pour les gestionnaires, maintenant, dans le recrutement, qu'est-ce qu'il y a beaucoup à regarder, c'est tout ce qui est l'intelligence émotionnelle. Justement, les soft skills qui deviennent vraiment importants, qui viennent jouer un rôle majeur comme étant un bon gestionnaire, un bon leader. Donc, tu sais, autant avant, on n'en parlait pas tant de ces soft skills-là. Là, on allait parler du PODC, puis, tu sais, le plus standard, là, mes ingénieurs, je travaille beaucoup avec des ingénieurs, fait qu'ils connaissent bien cet aspect de PODC-là. Mais tout ce qui est soft skill, c'est plus subjectif, c'est un petit peu quand même différent là, de dire comment je fais pour développer ces soft skills-là. Mais c'est là que
quand que je parle de plan de développement que moi je fais, c'est beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que je vais prendre un test de personnalité. Moi, j'utilise beaucoup les tests de personnalité leadership qui s'appellent IRPA, que tu as un portrait de la personnalité de la personne et aussi tu as des éléments qui sont vraiment en lien avec le leadership. Fait qu'ils vont faire un certain... qu'est-ce qui est un bon leader, là, mais ça reste quand même subjectif, là, mais on est supposé tendre vers quoi? Juste faire ce premier test-là, moi, j'adore ça, faire ça avec mes gestionnaires. Combien de fois qu'il fait comme, mais voyons, puis ça prend comme 15 minutes, là, faire les questions. Des fois, c'est des questions un peu, tu fais comme, aucun rapport, là, ça ne dira pas grand-chose, là, mais non, au final, quand on regarde le résultat, ben les gens comme, ouf, OK, mon Dieu, comment tu fais pour savoir, tout ça? Ah, c'est quand même intéressant, mais il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience, je pense, des personnes. Puis cette prise de conscience-là, même si je te dis, Michel, tu as de la misère avec ton écoute active, mais si toi, c'est pas ta perception de ça, puis que moi, le fait que je t'ai dit, tu n'as pas tant confiance en qu'est-ce que j'ai ou tu vois pas ça crédible, tu vas avoir de la misère à changer parce que tu vois pas tu m'écouteras pas bien. Pour te prouver que je suis pas en écoute active, je t'écouterai pas. Oui, exactement. En plus, j'ai dit que t'étais pas bon. Mais de le voir sous un test, comment que c'est amené, comment que ça peut ressortir, ça fait comme, moi, j'étais pas là. C'est pas moi qui peut dire, qui t'amène ça parce que c'est ma perception à moi que tu as de la difficulté avec l'écoute active. Mais ça vient vraiment regarder l'aspect peut-être des gestionnaires qui se voient moins. Puis moi, je pense que tu peux changer quelque chose, mais tout d'abord, il faut une prise de conscience. Fait que d'avoir cette prise de conscience-là, beaucoup sur les soft skills, là, dans mon cas, que moi, je regarde beaucoup, bien, que ça soit effectivement l'écoute. Est-ce que tu es quelqu'un qui est porté plus sur l'humain ou tu es quelqu'un qui est porté un petit peu plus sur le résultat? Es-tu quelqu'un qui est performant de nature, que tu vas partir en courant, puis après ça, tu vas t'en revirer de bord, puis ton équipe est à l'autre bout de la pièce, puis tu fais comme, OK, toi, t'es parti, et nous autres, on n'est pas là pantoute. Tu sais, certains aspects qui peuvent t'aider dans ta gestion à prendre conscience que ta nature, ta personnalité est comme ça. Mais il y a des choses qui se développent là, en lien avec ça. Donc, c'est pour ça que moi, je mets beaucoup quand même d'amour et d'énergie à faire développer les soft skills, qui est une majorité de mes coachings, de comment on fait pour développer ces aspects-là. Là. Fait que l'étape première, tu pars avec cet inventaire, ce test de personnalité-là pour se donner une lecture. Mais est-ce qu'avant ça doit venir du gestionnaire qui dit je pense que quelque chose, ou ça vient de son N+2, son gestionnaire à lui qui dit on a besoin? Parce que des fois, le coaching est vu négativement parce qu'on a quelque chose à corriger ou on va avant d'arriver au test, qu'est-ce qui est le déclencheur pour dire j'ai besoin d'un plan de développement? Bien, en fait, il y a deux façons souvent. Là, mais là, je dirais que dans mon cas, ça a été souvent des gestionnaires qui disaient bon, ben on peut peut-être faire développer cet aspect-là de cette personne-là. Exemple, qui est mon directeur adjoint, va voir à avoir la gestion de personnel. Fait que ça serait bien là, de dire qu'il y a un peu ce portrait-là. Ou moi, comment je dois l'amener, comment je dois l'accompagner. Et autant, en fonction du plan de carrière, du plan de développement de cette personne-là, comment la gestion des talents, de où est-ce qu'on voit cette personne-là, ça nous identifie où est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui va me manquer pour faire ce nouveau rôle. Mais exact. Puis autant des fois qu'il va y avoir des situations que les gens vont venir me discuter, que ce soit la personne elle-même, puis je fais comme t'aimerais-tu ça avoir des outils peut-être supplémentaires pour t'aider cet aspect-là? Je vois des fois que, je sais pas, il manque, là, mais tu as des éléments au niveau de je sais pas, la planification qui peut être un petit peu plus difficile. Je vois dans ton test que tu es un petit peu moins comme dans le détail, tu es un peu plus comme dans la conciliance. Comment qu'on peut ramener peut-être à avoir des objectifs, des résultats pour mieux accompagner ces équipes? Fait que des fois, c'est juste dans des discussions comme ça ou des éléments qui sont relevés par des gens qu'on fait comme, bon, ben OK, je vais donner des outils supplémentaires, mais autres que ma perception. On va commencer par te faire le test puis voir les résultats. Fait que ça vient déjà assimiler d'une façon différente, comme « Ah, je pensais que j'étais comme ça, c'est drôle que ça ressort, là, tu sais. » Bon, ben là, on l'amène comme « Ah, mais ça se peut-tu que dans cette telle situation, tu fais ça comme ça? » Il y en a, exemple, qui vont me dire OK, qui va ressortir dans le test, qui sont vraiment, tu sais, consciencieux, minutieux dans les détails. Encore une fois, tu sais, je suis souvent avec des ingénieurs. Puis comment, il me semble, je pensais pas que je l'étais tant que ça. Puis là, je pose ma question. Est-ce que tu as un fichier Excel quand tu veux changer de char avec toutes les différentes possibilités, avec tous tes critères pondérés, ou quand tu cherches un emploi, que tu fais des critères pondérés? Ah oui, bon, tu vois, tu es mal plus analytique que tu penses. Fait que... Ça ne rend pas compte. C'est tellement idée.
Ah, moi, ça me fait tellement rire. Il y a toujours, t'as-tu ton fichier Excel pondéré avec les facteurs, lequel? Oui, comment tu sais ça? C'est tout pareil. Mais juste cette prise de conscience-là, amener comme un regard nouveau sans que ça soit une personne qui dit. Mais je pense que l'être humain en soi, de dire, OK, qu'on va développer comment tu peux gérer la charge émotionnelle, comment tu peux aider à gérer ton stress, comment tu peux aller sur un peu plus les résultats, mobiliser ton équipe, comment tu peux devenir un meilleur coach. Il n'y a pas personne qui fait comme, ah, non, ça m'intéresse pas du tout. À moi que tu n'as vraiment aucune ambition de dire de l'interaction humaine ou de la gestion des employés. Mais généralement, quand je dis je t'offre des outils supplémentaires pour t'accompagner dans ce développement-là, il n'y a pas personne qui me fait comme non, merci, je ne suis pas intéressé. Tout le monde a envie de se trouver des outils supplémentaires. Fait que c'est une balade dans le parc, là, puis c'est super intéressant. Je vais aller développer le potentiel de comment reconnaître ses émotions, comment reconnaître les autres, comment mieux gérer. Puis mieux gérer, mais juste en prenant conscience, c'est davantage peut-être de soi, puis aller se trouver des petits outils supplémentaires. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas capable. Ça ne veut pas dire que ça a côté quand même faible, que tu n'es pas capable. Ça va te demander plus d'énergie. Mais comment je peux t'aider pour dire que tu dépenses moins d'énergie à faire ça, puis que ça devienne un peu plus facile? Ça se passe super bien là, dans ce contexte-là. Puis dans le cas où le diagnostic amène, il y a plusieurs choses à adresser. Qui doit prioriser? Qu'est-ce qui doit être vu en premier? Est-ce qu'on va nécessairement sur là où la personne est plus faible, là où ça va lui demander moins d'énergie? Est-ce que c'est l'employé qui doit prioriser de la RH? Je dirais que ça y va un petit peu comme une décision commune. En fait, autant que le gestionnaire, autant que moi, ce que je vois, et la personne en soi là, qui a un plan de développement. Souvent, ça se fait hyper naturellement. J'en cible pas 72 là, des objectifs. On va regarder 3 éléments ou peut-être 2, tout dépendant. Mais de dire, toi, qu'est-ce que tu aimerais, selon toi, là, travailler? Qu'est-ce qui serait comme pertinent que tu dis, ah oui, ça, je pense que ça m'aiderait beaucoup. Fait que ça va souvent comme dans un échange, dans une discussion, mais j'ai aussi quand même, sur une autre facette, le gestionnaire qui faisait, moi, je veux qu'il y ait là. Fait que, j'ai remarqué tel aspect, que moi, j'ai remarqué tel aspect. L'employé, quand il en a pris conscience, souvent, ça s'arrime, là. Mais c'est une décision commune. Un plan de développement, j'ai bien beau t'en faire le meilleur du monde, mais si tu ne prends pas en considération ton propre développement, ton propre cheminement de carrière, si toi, tu ne veux pas le faire ou ça ne te parle pas, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut que ça te parle. Il faut que tu aies à la base un intérêt. Il faut que tu aies un intérêt, puis il faut que tu aies un peu les mains sur le volant, là, parce que dans ces plans de développement-là, moi, je fais cette prise de conscience-là. Pour ça, je leur donne des outils. Fait que là, je vais aller sortir des formations, je vais aller sortir des lectures que j'ai une bonne recherche à faire, si on veut, là, qui pourrait être quand même pertinent selon la facette qu'on va regarder. Mais je vais faire comme toute cette recherche-là pour leur donner comme davantage d'outils, de liens, de formations, de lectures à faire pour pouvoir aller se perfectionner sur ces aspects-là. Mais à partir de là, c'est ton choix. Là. Tu feras du cherry picking avec ceux-là que tu veux utiliser, avec ceux-là qui te parlent le plus. Mais l'idée, c'est d'avancer puis de faire un petit pas à la fois dans ton développement. Le développement, on se développe toute notre vie. Là, gestionnaire, on t'apprend tout le temps. Là, donc, fait que c'est comment créer un petit pas à la fois puis continuer la personne de se développer là, au final. OK. Puis est-ce qu'il faut avoir tous ces outils-là dans notre coffre à outils pour partir une démarche comme ça? J'ai l'impression des fois, on se bloque. J'ai rien de développé en écoute active ou j'ai rien de... tu dis, je suis là pour t'offrir des outils. Oui. On les a-tu déjà dans notre coffre à outils ou on se donne la possibilité au moins d'avoir la conversation avec nos gens? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Peut-être de prioriser. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a 2-3 personnes qui ont les mêmes éléments à travailler. Peut-être qu'on peut faire une cohorte. Peut-être qu'on peut prioriser les outils. Je dirais que ça arrive souvent que c'est un peu les mêmes éléments à travailler. Puis qu'est-ce qui va ressortir des fois, c'est souvent la capacité à déléguer. J'ai des gens qui sont un petit peu perfectionnistes, qui vont vouloir que les choses soient faites à leur façon. Nos tableaux Excel, mes fameux, ceux qui sont très sur l'analyse. Mais oui, je vais en avoir 2-3 nécessairement, des fois, qui ont un peu les mêmes petites pistes d'amélioration. Fait que oui, des fois, autant que je vais dire, OK, on va en faire une formation peut-être à l'interne, je vais faire venir quelqu'un. Puis ça va être bon pour tout le monde. Autant qu'il y en a que ça va être un petit peu plus spécialisé, de dire comme
cette facette-là, pour toi, je pense que c'est un peu plus peut-être personnel. Là. Moi, je ne communique pas à tous. Vous avez toute la difficulté. Avec l'écoute active, gang, je ne suis pas nécessairement là-dedans. Mais je suis plus, en fait, comme, garde, voici ces outils-là que moi, je peux t'offrir. Mais je vois quand même qu'il y a un tronc commun pour plusieurs gestionnaires. Ça serait pertinent un refresh ou des petits outils supplémentaires pour tout le monde. Là, donc, il y a différentes formules que je vais attribuer avec ça. Puis des fois, comme je dis, c'est juste une prise de conscience. C'est juste, comme d'en parler. Là, autant que... Puis je vais prendre un peu ma propre expérience un peu avec ces liens de tests-là. Autant que ça peut paraître drôle aujourd'hui, là, pour ceux qui me connaissent. Là, mais... il y a peut-être une dizaine d'années que j'avais fait un test de personnalité puis je disais, mon Dieu, je devrais plus m'affirmer. Je vais dire, ouais, OK, il faut que je vais m'affirmer. Ben, check mon bain. Fait que là, depuis Just watch me. Just watch me. Puis depuis ça, là, je m'affirme, des fois peut-être trop, là, pour ceux qui me connaissent, mais là, ça a juste comme fait un petit élément déclencheur, un peu une petite révélation de faire comme, ouais, je m'affirme pas assez. Ben, crème, juste ça a changé ma façon un peu d'interagir. Puis de devenir aussi un peu plus stratégique. Des fois, de dire, bon, ben mon Dieu, je vois ça, mais je le dirais pas parce que d'un coup, que ça pourrait être mal perçu. Qui suis-je, moi, pour dire ça? Là, notre fameux syndrome d'imposteur, ou des fois, dans des rôles comme ça. Mais non. Au final, moi, des fois, je pense, quand je passais des entrevues où je rencontrais un chef de la direction, si tu m'embauches pour que je te dise qu'est-ce que tu vas entendre, je suis pas la bonne personne. Je vais dire la réalité de ce que je vois. Là, fait que prendre le pouls des gens ou voici qu'est-ce qui est mentionné, l'enjeu qu'on peut y voir. Je suis beaucoup dans cette lecture-là, justement, d'environnement, mais je veux te la communiquer. Là, fait que cette affirmation-là que j'ai pu, en à peu près un quart de seconde, faire « ouais, just watch me », ben, c'est à partir de là d'une prise de conscience. Là. Fait que autant des fois, oui, besoin d'outils, des fois, c'est juste une prise de conscience. Oui. Puis je pense que aujourd'hui, il y a plein de ressources. On a souvent dans la tête que pour acquérir une compétence, c'est une formation, c'est un professeur qui vient, c'est un cours, c'est une demi-journée. Il y a tellement de ressources aujourd'hui. Tu peux déclencher souvent mes aha moments. Je les ai eus en lisant un article de blog, en voyant un post, en écoutant un podcast, en écoutant quelque chose. Puis ça a changé ma façon ou ça m'a amené ma perception, mon intervention différemment sans aller m'asseoir puis dire je vais faire un MBA ou je vais faire une formation d'une journée sur l'écoute active. C'est peut-être lire un article, des trucs, écouter une autre personne en parler ou partager ou juste d'en partager autour. Hey, comment tu fais, toi? Il me semble, je t'entends, t'es vraiment, quand je te parle, t'es super concentré. Comment tu t'y prends? Comment tu fais? Ben, exactement. On a un peu cette idée préconçue-là que tout se fait en formation. Puis c'est le fun, là, faire des formations, mais je suis un peu à la même place aussi. Là, j'ai eu des petits éléments révélateurs de faire comme, hey, ça, c'est bon. Il faut que j'essaye ça. Ça change un peu ma facette. Dans un article, un livre, comme je dis, bon, mais tu sais, je lis beaucoup. Moi, ça a été beaucoup des éléments comme ça dans la lecture que je vais assimiler. Mais tu as besoin d'avoir un élément, des fois, qui te parle, que c'est dit d'une certaine façon, que c'est amené d'une certaine façon, puis ça va venir comme percoler, puis amener complètement autre chose, là, puis que tu changes ta façon d'agir, tu changes ta façon de faire. Fait que des fois, il suffit d'en parler, d'échanger. Fait que des fois, il y a des situations que je fais comme, bon, ben, quand exemple, c'est une situation, ben viens, on va amener comment qu'on le fait, effectivement, là, un peu brainstormer avant, prendre conscience attention, si c'était telle contrainte ou telle friction qu'il pourrait avoir. Mais il y a plein de façons d'apprendre, là, assurément. Là. Fait que c'est pas juste des formations. Des fois, on se bloque, on peut lire un article, on peut lire quelque chose, on le prend, on l'envoie à nos gestionnaires, on l'envoie à nos employés, nos collègues, pour dire « Hey, j'ai lu ça, ça m'a déclenché sur telle chose, je t'invite à le lire, si tu veux, on peut en jaser, on peut qui sait, ça va peut-être allumer une bougie d'allumage d'autres personnes d'un article gratuit que tu as trouvé sur Internet. Exact. Ça peut te Non, c'est ça. Puis, effectivement, il y en a qui vont avoir discuté entre eux, on n'est pas là-dedans, puis crème, elle a dit quelque chose, puis c'est venu vraiment me chercher, puis ça m'a amené complètement une autre facette de la situation. Ben, il y a plein de façons. Là. Fait qu'il ne faut pas juste se formaliser de dire que c'est juste dans des formations nécessairement qu'on apprend. Il suffit d'un élément déclencheur, d'un mot qui est dit, d'une façon qui s'est amené, puis
des fois, ça change tout. Là. Fait qu'une bonne prise de conscience Oui. que j'ai quelque chose, je vois là, un test qui peut nous aider à rajouter un petit peu plus d'objectivité puis d'un regard externe, même si c'est nous-mêmes qui a répondu aux questions. Tu sais. Des fois, de se le faire dire par un test, c'est différent. Puis de rester ouvert, puis d'être allumé à différentes sources, différentes options pour développer. Ben, exact. Là, c'est pour ça que il y a plein de façons, plein d'outils, des podcasts, puis tout le kit. Puis après ça, vas-y la façon que tu veux apprendre. Il y en a qui me disent arrête de me dire des lectures ou des livres. J'aime pas ça, lire. Moi, bon, ben, effectivement, il y a d'autres façons. Là. Que ça soit des audios, que ça soit des podcasts, ben, ça en est. Là. Fait que cette ouverture-là, comme je dis, la plupart des gens veulent quand même s'améliorer. On parle d'outils, on parle pas, bon, tu as un écart majeur en ça. Là, on n'est pas là-dedans. Là, on veut juste faire développer nos gens. Là. Puis comment tu fais une boucle de fin? Est-ce que tu réévalues, tu refais le test? Ben, en fait, ce stade-ci, moi, je suis souvent comme plus en discussion. Après, bon, ben, est-ce que tu en as pris? Est-ce que tu as utilisé des outils? Ah, ben, moi, j'ai parlé avec telle personne, avec telle situation. Vu que cette prise de conscience-là, ben, j'ai jasé, puis ça a développé comme ça. J'en fais pas un cadre très, très carré, si on veut, parce que nécessairement, comme je dis, tout ton développement toi-même là, à cœur. Je ne peux pas avoir les mains sur le volant de ton propre développement. Donc, oui, c'est plus sous forme de discussion, un peu de mentorat sur certaines situations, de retour sur certaines situations, mais pas un suivi bien serré, dire on signe 3 formulaires, après ça, j'ai fait telle formation. C'est pas ça l'idée. Moi, je veux que tu te développes, puis je veux te donner des outils, puis après ça, ben vas-y, va vivre ta vie avec tes outils. Là. Mais à part refaire des discussions puis d'en jaser, j'en fais pas un cadre serré. Intéressant. Vraiment intéressant. Quoi d'autre tu travailles? Qu'est-ce qu'il y a sur ta planche à dessin? Qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois, années? Qu'est-ce que c'est ma planche à dessin? Ben, tu sais, là, présentement, là, si je regarde un petit peu plus moi, perso, je vise tout ce qui est au niveau médiation. En fait, là, je suis en train de suivre une formation présentement pour devenir médiatrice accréditée. Ah oui? Oui. J'ai eu une petite bulle au cerveau. Je me disais, j'avais un 5 minutes de lousse. Donc, j'ai décidé de... Les enfants sont un petit peu plus vieux. Mais mes enfants sont un petit peu plus vieux. Cet aspect de médiation-là, que ça soit juste en résolution de conflits, que ça soit, là, mettons, je regarde accrédité, bon, mais tout ce qui est au niveau des contrats de travail, des relations... Encore peut-être mon petit côté opportuniste qu'on parlait au début, mais de plus en plus, ils vont mettre un peu cette clause-là d'avoir rencontré un médiateur avant de dire que ça vient réellement en litige, avant que ce soit un arbitrage. Donc, je pense qu'il y a quand même une bonne possibilité pour dire que médiateur, là, ça va être quelque chose qui va être nécessairement recherché. Et j'aime ça, là, de dire, OK, des rencontres de médiation, qu'est-ce qu'on a commun, on s'en va vers quoi, dire que ça soit un peu gagnant-gagnant pour tous. Je parlais beaucoup de justement que les gens puissent se parler, être ce facilitateur, c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent, ça, en ressources humaines. Fait que j'ai décidé de me lancer un peu de façon parallèle aussi, aller rechercher d'autres outils pour moi-même comme médiatrice. Fait que c'est quelque chose que je regarde présentement. Mais sinon, des projets que je peux en avoir en entreprise. Moi, je suis quelqu'un qui aime réaliser, qui aime mettre des choses en place. Vous parlez à mon équipe, je fais comme « Ah non! » là. Quand que je me mets sur le cadre de porte, je fais comme « Hey, je pensais à ça en m'en venant. » Je fais comme « Ah non! » Ils prennent toutes leurs pads. Elle a mis sa power song. Elle a ben trop d'énergie, là, à quoi qu'à penser. Fait que là, ils vont prendre leur petit pad puis ils vont écrire les idées. Mais... je regarde présentement pour faire un programme de mentorat par les pairs, quelque chose que je veux établir présentement. C'est-à-dire que, il y a des gens qui arrivent, oui, on met beaucoup, mais c'est le gestionnaire, OK, il faut qu'il développe ça, il faut qu'il apprenne son rôle. Et des fois, on va mettre un peu du jumelage avec quelqu'un, mais qui fait comme, ouf, c'est lourd à un moment donné, c'est moi, il faut qu'il le forme, comme du début à la fin. Quelque chose que là, que j'essaie de faire puis que je vais tenter de faire, c'est effectivement un mentorat par les pairs, mais un peu par sujet, spécifique.
Exemple, là, moi, c'est sûr que je suis côté construction. Donc, dire, OK, exemple, je ne sais pas comment faire un plan de sauvetage pour un milieu riverain. Tu sais, je n'ai jamais fait. Comment je fais ça? Bien, c'est pas nécessairement le gestionnaire qui est toujours à même de aider. Bien, ces sujets-là, je vais avoir mes personnes volontaires, parce que il faut que ça soit quand même volontaire positif, de dire comme, bon, ben moi, je m'y connais bien. Fait que, tu sais, moi, je peux mettre mon nom pour ce programme-là ou ce plan de sauvetage-là. Ce sujet-là, pour dire, bon, ben OK, fait que là, moi, j'associe mon nom au plan de sauvetage-là. La personne, OK, j'ai un besoin là-dedans. Ah, OK, ça, c'est une personne de référence. Ben, hey, je fais un petit rendez-vous avec une petite demi-heure, 1 heure, peux-tu me donner les grandes lignes de ça? Puis pour aussi travailler de façon commune, pour pas qu'on travaille nécessairement en silo. Là. C'est pas juste les personnes du groupe civil qui vont travailler ensemble, ou juste bâtiment, ou juste mécanique de procédés. Ben, exemple que tout le monde a des différentes connaissances qui peuvent être partagées. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est sur ma planche à dessin de faire. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire ANSIA pour la réalisation de ce podcast Leader RH, puis de mettre en lumière des leaders d'ici. Fait qu'au lieu d'être rattaché à une personne qui devient ton body en continu, la même personne, tu vas par sujet. Ouais. Intéressant. Fait que c'est quelque chose que j'ai sur ma planche à dessin d'essayer de faire pour dire justement favoriser les travaux, les relations un peu interdépartementales. Puis c'est le fun. Ce que je trouve le fun, c'est que ça te tisse des liens dans plusieurs départements, plutôt que d'être des très body avec ton body, mais t'as pas d'autres relations avec les gens. C'est juste des étages, des fois, qu'on a dans le bâtiment, mais de dire qu'on va aller vraiment partager ou aller poser des questions au premier étage, au deuxième étage, bon, on dirait que des fois, tout le monde me fait comment? Oh, mon Dieu, j'ai pas pensé d'aller parler à cette personne-là. Fait que favoriser un peu l'échange. Quand on fait des sondages organisationnels, c'est souvent quelque chose qui revient un peu, là, plus de communication entre les différents... Je dis étage, là, mais entre les différents départements. C'est comme qui veut du chocolat? Qui veut plus de chocolat? Tout le monde veut plus de chocolat. Qui veut plus de communication? Toujours. Ça revient toujours, la communication. Sinon, peut-être quelque chose d'autre que j'ai sur ma planche à dessin. On est tous dans la loi 27, les risques psychosociaux. J'ai envie de mettre en place un peu des sentinelles que moi, on connaît un peu l'aspect sentinelle, des fois, tout ce qui est avec prévention suicide, mais donner d'autres outils encore. Je reviens avec mes outils, mais un peu à des personnes qui seraient intéressées d'en apprendre un petit peu davantage, juste pour bien rediriger, là, des fois, les personnes, parce que il m'arrive souvent que j'ai des personnes qui viennent voir, hey, il y a telle situation, quelqu'un qui m'a partagé ça, mais je savais pas comment réagir, je savais pas quoi faire, puis il faut que je fasse quoi, avec ça. Donc, de dire, bon, ben, OK, c'est quoi les ressources? Ben, qui connaissent les ressources? OK, on a un programme d'aide aux employés. OK, ben, pour tel sujet, exemple, faut vraiment, qu'ils parlent aux gestionnaires. Bon, mais il vit des choses à la maison, il vit de la violence conjugale à la maison, on fait quoi avec ça? Souvent, on fait comme, ben, c'est ta maison, ça ne nous touche pas, là. Ah, mais non. Donc, donner des outils à des personnes qui peuvent être des bons ambassadeurs, qui peuvent avoir quand même une bonne écoute, mais juste savoir comment je réoriente un peu ces personnes-là quand que je vois quelqu'un qui est en difficulté, que ça peut être autant le stress au travail que d'autres choses, là, comme je dis, la violence conjugale. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux mettre en place. Puis là, je le dis là, mais je n'ai même pas de temps à parler encore au comité de direction. En tout cas, ils vont le savoir. Mais primeur. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qui serait important et pertinent. Plus qu'on forme des gens, je pense mieux que c'est. Là. Vraiment, tu chômeras pas. non, c'est ça. Je trouve ça intéressant, cette approche-là, parce que la loi 27, on dirait que personne ne sait sur quel bord la prendre. Puis le monde hésite à faire, ils ont peur de ne pas faire la bonne chose. Oui. De le faire, mais je pense que juste de se mettre en action puis de faire quelque chose, c'est déjà mieux que d'attendre de faire ce qui va être... Puis attendre que ça dégénère, là, nécessairement. Là. Fait que, moi, je vais rester dans une base de... Je vais outiller mes gens à faire face un peu à ce genre de situation-là, puis pas de s'improviser travailleur social, pas s'improviser psychologue, mais juste avoir comme des petits réflexes de faire comme « Ouf, c'est ça, je pense que c'est important ». Il faut que j'en parle, il faut que ça soit redirigé. Là, je vais lui donner comme certains éléments pour pouvoir poursuivre, pas juste rester good, lâche pas, body, puis nécessairement. Là. Fait que
cet aspect d'outil-là, je pense que va être intéressant. Fait que ça, c'est quelque chose. Je pense qu'on sous-estime qu'on les a déjà, le programme d'aide aux employés, système de télémédecine que la plupart des organisations ont, tout ça. On peut se référer à eux, avoir des outils, puis avoir du soutien. On doit outiller nos gens à savoir recevoir dans la première réception, mais pas à devoir tout régler, mais à pouvoir être des bons aiguilleurs, puis de savoir reconnaître les signes, l'environnement, les éléments, puis ensuite de ça, savoir comment se retourner. Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment ce premier réflexe-là de je savais juste pas quoi faire. Je sais pas quoi faire avec cette information-là. Je savais pas quoi y dire. Bon, ben, juste de connaître ça, puis de donner comme des ressources. Oui, il y en a un programme d'aide aux employés, mais c'est pas toujours le premier réflexe qui vient. On va m'en parler, ben, je savais pas quoi faire. Fait que, ben, t'as-tu pensé au programme d'aide aux employés? Ah, non. Bon, ben, juste remontrer c'est quoi, qu'est-ce qu'on a comme ressources. Là. Tout le monde peut avoir différentes situations dans la vie, que c'est là pour ça, accompagner, outiller. Donc, de reconnaître les ressources puis les mentionner. Là. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer puis l'utiliser vous aussi avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Vraiment intéressant. Je nous fais atterrir en douceur. Martine, c'est notre petit jeu d'accueil et intégration Nouvelle Recrue. Je t'invite à piger une question. Là, j'ai pris dans personnel, puis à lire la question, puis à y répondre. Ah, c'est challengeant quand même. C'est quoi ta power song, non? Oui, je rirais. Je me semblais c'est la deuxième édition. Vie personnelle, tu trouves 100 $ dans le fond de ton tiroir de bureau. Tu le dépenses comment pour te gâter? Ouf, premier réflexe, je me dis 100 $, je n'ai pas assez. Mais... Ah, il y a que 100 $. Bon, Colin, t'as pas un montant supérieur, ça serait ça, je dirais. Mais... je suis assez fifi, hein, fait que je vais aller m'acheter des vêtements. J'écoute ma power song, je vais m'acheter des vêtements et je me refais une nouvelle coupe de cheveux, change mes couleurs, je suis heureuse sans bon sens. Puis, 100 $. Tu fais des miracles avec 100 $. Je fais des miracles. Mettons un morceau de linge, c'est bon côté fifi qui revient. Ah, c'est bon, c'est bon. Merci infiniment de ta présence et de ton partage. Beaucoup d'apprentissage, encore une fois. Ben, ça me fait plaisir, honnêtement. Je trouve ça super le fun de pouvoir partager un petit peu de moi. Puis, qui sait, peut-être, il y a un petit élément qui va être des éléments déclencheurs pour certaines personnes. Puis, des fois, je ris parce que, je sais pas si ça vous le fait des fois, vous autres, là, mais quand que moi, je lis des livres de gestion, souvent, bon, ben, il y a différentes situations. Puis après ça, bon, ben, j'ai été escalader le mont Everest. Je me suis pitché en bas d'un hélicoptère. Puis, je fais comme crime. Mon Dieu, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai rien à dire d'abord. J'ai fait, ah, mon Dieu, OK, là, j'ai plein de courage, mais j'ai une brassée de lavage à faire parce que j'ai 4 enfants. Fait que je vais aller piler du linge, tu sais. Fait que ça devient un petit peu plus platonique, disons. Mais, tu sais, des fois, je pense, comme je disais, ben, peu importe des fois qu'est-ce qu'on a vécu ou il y a un mot, il y a une phrase qui peut aider quelqu'un. Ben, j'espère juste que vous allez trouver ça intéressant puis que ça peut peut-être aider quelqu'un. Ben, allumer, c'est une coupe d'affaires. Merci beaucoup, Martine. Merci à vous.